tous. Oui, je dis bonjour, généralement on dit toujours bonsoir. Et là, je ne puis que vous remercier du fond du cœur parce que vu la température qu'il y a dehors, l'attirance qu'il y a pour le soleil et la mer, que vous soyez venu ici entendre parler du fait de parler, c'est quand même un exploit fantastique. Et donc merci encore de tout cœur. Donc oui, j'ai 3 invités avec moi, très prestigieux, et on va essayer de parler du rapport qu'il y a entre parler et communiquer. Et ensuite, on étendra évidemment le propos en fonction de la volonté, de l'inspiration de chacun d'entre nous. Moi, je voudrais citer juste une phrase d'Emmanuel Lévinas pour commencer, qui disait « Parler à quelqu'un, c'est faire en sorte que ce quelqu'un soit, ne serait-ce qu'une seconde, la personne la plus importante du monde. » Je crois qu'on le comprend assez si on met un signe négatif. Évidemment, si personne jamais ne nous parlait, je pense qu'on serait un petit peu embêté, on aurait une sorte de mépris de soi-même, en tout cas de perte d'estime de soi-même. Donc parler est un acte quand même qui n'est pas simplement un acte phonique, grammatical, syntaxique, ce qu'on voudrait, mais qui est aussi un acte moral. Et que la parole, bâillonner la parole, par exemple, n'est pas simplement interdire quelqu'un de parler. Comme Kant l'a montré quelque part, c'est aussi l'empêcher à terme de penser. Puisque la pensée se nourrit, mûrit par le contact, effectivement, avec la parole d'autrui. En réfléchissant au thème de ce colloque qui vient achever donc les ateliers que nous avons menés tout au long de l'année, on a pensé qu'aujourd'hui, il y avait quand même un petit problème entre le fait de parler et la domination, l'hégémonie, la précédence, si on veut être positif, qu'a pris le fait de communiquer. Et que ce n'est pas tout à fait pareil quand même. Et c'est sur cette différence, ce hiatus, peut-être cette complémentarité, je ne sais pas, c'est à mes invités de le dire, que nous allons réfléchir effectivement aujourd'hui. Oui, communiquer peut être simplement un acte bijectif. J'envoie une nouvelle, je reçois une réponse. Peu importe, à la limite, le locuteur et le destinataire. Parler, c'est plus compliqué. D'abord parce qu'on peut parler de quelque chose, on peut parler à, on peut se parler. Et quand on dit se parler, on peut l'entendre aussi se parler soi-même dans la méditation, se parler entre nous. Mais c'est aussi le fait que les langues se parlent entre elles. Et ce qui nous amènera peut-être au problème de la traduction. Parce qu'en se parlant, les individus s'enrichissent évidemment. Mais en se parlant, les langues aussi s'enrichissent. Je travaillais récemment d'ailleurs avec Charlotte sur la question de l'admiration et de l'étonnement. Oui, on dit toujours, tous ceux qui ont fait un peu de philosophie, on sait qu'en lisant la métaphysique d'Aristote, on voit qu'à l'origine de la réflexion philosophique, il y a l'étonnement. Taumatzein, là je parle sous le contrôle évidemment de Barbara. Or, il m'est venu à l'idée, moi, cette traduction de étonnement était bizarre. Ça me semblait bizarre. D'une part parce que Homère utilise étonnement, utilise le même verbe lorsqu'il parle de Polyphème qui fait peur. Donc c'est peut-être un étonnement un peu craintif. Puis je ne sais pas ce qui m'a pris, j'étais voir, parce que vous savez, on a tous des vices, hein, donc les miens sont pardonnables, des fois non. J'étais lire saint Thomas d'Aquin, ce qui ne se fait pas pendant les mois d'été, mais j'étais le lire quand même. Et quand il cite l'extrait de la métaphysique, donc où il y a le mot Thomatzein, s'étonner, lui il dit admiratio. Bizarre, pourquoi il dit admiration? Donc ça nous permet, si on creuse, et là je vous épargne le creusement si je puis dire, si on commence à dire, tiens, l'étonnement, comment est-il passé, est-ce que c'est la stupeur, est-ce que c'est la crainte, et comment on passe à admiration? Puis comme je suis encore plus curieux, j'étais voir les traductions anglaises, les traductions italiennes de ces mêmes textes, et en italien, c'est bizarre, on dit meravigliarsi, s'émerveiller. Et je pense qu'à l'école, on n'apprend jamais aux élèves en disant, au début de la philosophie, il y a l'émerveillement. On dit toujours, il y a l'étonnement. Donc oui, si on fait jouer les langues entre elles,
ben on découvre des choses intéressantes. De la même manière que quand on se parle, quand on se parle entre nous, on arrive effectivement à enrichir proprement, non pas simplement son vocabulaire, comme on le dit, mais sa vie même, quoi, sa vie morale, sa vie politique, sa vie intellectuelle. Et donc on va parler de ces problèmes-là, avec évidemment toutes les dérives libres qui sont permises évidemment à tous. Et je vais d'abord vous présenter évidemment mes invités prestigieux. Donc à ma gauche, Claude Agege. Donc oui, c'est toujours un différent. Claude Agege, qui est professeur, qui détient la chaire de théorie linguistique au Collège de France. Je mettrai à peu près 1h30 à énumérer les titres de ses ouvrages. Donc je citerai juste le dernier, que vous allez trouver sans doute dehors, La religion, la parole et la violence. À ma droite, mais là c'est pas politique du tout, Barbara Cassin, donc, qui est philologue, qui est helléniste, philosophe, qui a écrit aussi un nombre considérable d'ouvrages. Et le dernier porte justement sur la traduction, auquel d'ailleurs était joint une formidable exposition au Mucem à Marseille. Et on va peut-être parler aussi sans doute de la traduction. Puis à mon extrême droite, et là c'est encore moins politique, il y a effectivement Michel Blais, qui est directeur de recherche au CNRS aussi, qui a d'abord commencé par des études de physique, je crois, oui, et qui est un philosophe, un historien des sciences, mais qui a écrit aussi récemment un livre qui m'avait beaucoup intéressé, qui s'appelle « Penser ou cliquer », qui peut nous permettre de circonscrire le problème qu'on a abordé tout à l'heure. Alors je vais donner la parole d'abord à Claude Agege, qui va intervenir librement sur ce sujet. Claude, c'est à vous. On entend souvent dire que le langage est un instrument de communication. Instrument de communication, à mon sens, cette caractérisation est doublement inadéquate. D'abord, je commence par la fin, parce que si le langage était vraiment, je commence par le début, un instrument, ce serait une conception ustensilaire, c'est-à-dire réductrice du langage, qui verrait un simple outil, et le langage va bien au-delà de cette caractérisation d'outil. Ensuite, parce que communication, on voit naturellement, c'est l'expérience quotidienne du langage, être utilisé dans la communication, mais c'est loin d'être son unique définition. Par conséquent, je pars d'une double inadéquation pour essayer de serrer de moins loin les caractéristiques de la communication. Il faut dire que ça semble être une expérience quotidienne que de voir les gens s'entretenir, communiquer entre eux. Ce qu'on ne voit pas peut-être de façon aussi directe, c'est que c'est grâce à cela que les langues évoluent. Car le langage, que l'on peut définir autrement que comme un simple instrument de communication, c'est une aptitude définitoire de l'espèce. Mais il y a une seconde entéléchie, si je puis dire, ou un second concept, qui est les langues. Les langues, ce sont les manifestations historiquement et socialement situées de cette aptitude qui définit l'espèce humaine par opposition aux autres espèces. L'espèce humaine est une espèce animale, évidemment. Nous nous différencions surtout dans les moins 2 200 000 à peu près qui sont celles de nos fonds baptismaux des autres espèces animales, que parce que le dernier anthropoïde, qui est encore simiesque, est séparé du premier hominidé qui est déjà humain par un gouffre abyssal, qui est le fait que le premier n'a pas dans son génome l'aptitude de langage, alors que le second, notre ancêtre, la possède. Bon. Mais cette aptitude de langage, définitoire de l'espèce, donc, elle va se spécifier en langue, caractérisée donc socialement et intellectuellement comme manifestation de l'aptitude. Mais ces langues elles-mêmes, elles se utilisent, ou elles occurrent, ou elles adviennent dans l'exercice quotidien de la parole. Par conséquent, quand on parle de la communication et du langage comme prétendument un instrument de communication, on veut dire que ce sont les langues qui permettent de communiquer, mais à travers les langues, c'est par la parole que nous communiquons. Bien. Et c'est parce que la parole nous permet de communiquer que les langues changent. En effet, dans la mesure où, de siècle en siècle, les communautés humaines, chacune différente des autres, avec une culture, avec des mœurs, avec des sociétés variant à l'infini, au gré même de la différence entre les sociétés, se servent de la langue, et cette langue change dans le fait même de son usage. Par conséquent, déjà, c'est une définition qui est radicalement différente de ce que sont les langages. Là, on peut employer le terme langage d'autres espèces animales, car autant que l'on sache, d'après les investigations historiques dont disposent les éthologues et les spécialistes des langages animaux, les langues animales, les langages animaux que nous connaissons n'ont jamais changé.
les cris des oiseaux sont les mêmes depuis des millénaires. Et les gloussements des poissons sous l'eau, à la mesure où on peut les percevoir, sont également les mêmes, tandis que les langues humaines ont changé. Ce sont donc des méthodes d'analyse du monde inscrites dans la durée et dans la diachronie, dans le changement. En même temps, ce sont des méthodes d'analyse de l'esprit. Elles sont donc aussi des instruments cognitifs, c'est-à-dire d'élaboration de l'esprit humain. Et combien de temps est-ce que j'ai au juste? Comme vous voulez, allez-y, parlez. Je ne m'arrêterai pas, hein, Si, jusqu'à ce soir. Non, mais moi, je vous arrêterai. Sauf si je vais à la piscine. Avant d'aller à la piscine, je peux parler encore des heures. N'ayez pas peur, je vous arrêterai, moi. Ce sont donc des méthodes d'articulation du pensable que les langues. Et dans la mesure où elles articulent le pensable, elles sont en même temps des moyens, plus que des instruments, des moyens, le terme est beaucoup plus vague et par conséquent moins compromettant, de marquer l'univers à travers ce que nous disons, car nous le mettons en mots. Mettre l'univers en mots, c'est lui permettre d'avenir à une existence. Cela veut dire, c'est une conséquence parmi d'autres, que les notions, les situations et les objets qui ne sont pas nommés dans une langue pourraient être considérés comme n'existant pas. Il n'y a pas longtemps, une maman qui venait de perdre son fils dans des conditions dramatiques, je crois que le garçon avait 16 ou 17 ans, c'était pour elle un immense malheur, m'écrit en me disant « Monsieur, est-ce que vous connaissez un mot en français qui soit homologue ou symétrique de orphelin et qui désigne l'orphelinat des parents ?» Le français n'a aucun mot pour dire la situation dans laquelle je suis comme papa ou je serai comme maman si mon fils ou ma fille meurt. Mais il y a des langues qui l'ont. Et j'ai répondu ça à cette correspondante. En hébreu, on dit shakoul, ça veut dire quelqu'un qui est orphelin, entre gros guillemets, puisque ce terme s'emploie dans le sens symétrique, d'un enfant qu'il avait mis au monde et qu'il a perdu. En arabe, on dit thakla, c'est la même racine que shakoul. Bon, il y a donc des notions qui sont dignes d'être désignées et que pourtant certaines langues désignent et pas d'autres. En d'autres termes, cette méthode d'articulation du pensable que sont les langues, elle n'articule qu'une partie du pensable et elle laisse ouverte, elle laisse complètement béante d'énormes zones sémantiques à exprimer, dont nous savons le besoin de les exprimer par le témoignage de langues voisines qui, elles, possèdent, lorsque ces langues-là ont des trous. Mais en même temps, les langues sont autre chose que des instruments du pensable nous permettant de former, d'élaborer peu à peu notre personnalité cognitive et plus généralement intellectuelle. Ce sont aussi des moyens d'analyser l'univers, d'analyser le monde, dans la mesure même où le phénomène qui se situe entre une bouche articulante émettrice et une oreille auditrice, cet immense mystère que sont les langues humaines, eh bien, c'est l'objet même des linguistes, l'objet, dans une certaine mesure aussi, des philologues, des philosophes aussi, peut-on dire, des philosophes du langage, ou des philosophes plus largement. Ce phénomène extrêmement mystérieux, sur lequel on s'échine depuis des millénaires, eh bien, il est très simple dans l'expérience quotidienne. C'est ce qui se passe entre celui qui émet et celui qui reçoit. Celui ou celle qui émet, celui ou celle qui reçoit. À raison même de cet exercice de l'émission et de la réception, eh bien, vient se greffer sur cet étonnant et mystérieux phénomène d'autres caractérisations. L'une, c'est le fait que ces langues, eh bien, elles sont également des moyens d'exprimer des caractéristiques culturelles qui ne sont pas traduisibles. Il existe des mots qu'on ne peut pas traduire. À côté des mots dont je viens de citer à propos du fait d'être orphelin, entre guillemets, de son fils ou de sa fille, qui existent en hébreu, en arabe, mais pas dans les langues indo-européennes, et singulièrement pas dans les langues romanes, ni germaniques, ni slaves, ni l'arménien, ni le grec, ni aucune des langues indo-européennes connues, il y a également les mots qu'on ne peut pas traduire, c'est-à-dire des mots qui reflètent des situations culturelles spécifiques que l'on ne peut, ce qui est un aveu d'impuissance dans les ouvrages de traduction, qu'indiquer par une glose en note ou par une parenthèse qui commente, parce qu'on n'a pas de traduction directe en un seul mot non analysable. Ce serait ça la traduction idéale, bien sûr. Eh bien, on en a d'innombrables exemples. Par exemple, frezzatura italien, eh bien, désigne cette espèce d'élégance dite aristocratique de ceux qui réalisent tout ce qu'ils ont à réaliser sans en avoir l'air, avec une sorte de nonchalance ou de paresse des gens de noble famille à qui on a appris à ne pas inciter lourdement sur ce qu'ils font et sur ce qu'ils disent. Aucun équivalent français du frezzatura italien. Il n'y a également aucun équivalent français du saudade portugais qui vient de la solitude, du fait d'être seul, mais qui a d'innombrables autres connotations et qui indique également
la tristesse, le nonchaloir, la singularité, la complaisance également, dans une certaine forme d'humeur chagrine. Il n'y a pas non plus d'équivalent exact, de traduction exacte dans aucune langue du sliitost tchèque, qui signifie le regret, en même temps que la concupiscence, en même temps que le désir, en même temps que le pardon accordé à celui ou celle qu'on a offensé, et à qui on doit requérir le pardon, non pas que lui nous ait offensé, mais de l'avoir offensé. Pas de traduction, à ma connaissance, de ces notions, qui sont donc spécifiques de certaines langues données et qui n'ont pas d'équivalent. Il n'y a pas de traduction non plus du chutzpah, du yiddish de New York passé dans l'hébreu israélien, qui indique le culot, l'audace, l'inconvenance, l'inadéquation des comportements, et qui est un mot que certains disent particulièrement enraciné dans l'être juif, et qui en tout cas n'a pas plus de traduction dans d'autres langues que beaucoup de notions juives d'ailleurs n'en ont depuis les temps bibliques les plus reculés jusqu'à l'État d'Israël. Bien, voilà donc cette existence de mots qui sont intraduisibles parce que précisément les langues, qui sont des structures morphosyntaxiques articulant le réel et par conséquent permettant à la pensée et aux incidences cognitives de se construire, sont en même temps, en passant de l'une à l'autre, extrêmement étrangères l'une à l'autre. Par conséquent, une altérité profonde. C'est une des raisons pour lesquelles je dois dire que ce cher Robert a voulu mettre en exergue de notre entretien, à savoir le mot de Lévinas, sur le fait que la personne à qui on adresse la parole est, au moment même où on le fait, la plus importante du monde, je me permets de prendre des distances vis-à-vis de cela, et même je le récuse. Je ne crois pas du tout que ce soit vrai. Au contraire, l'information, avec cette espèce d'inflation énorme des procès d'information qui nous envahit de tous les côtés à travers les médias, fait de l'altérité de l'autre, de celui ou de celle, que ce soit un individu ou une nation, ou une conscience ou une culture, ou un État constitué au sens hegelien du terme, une intrusion de l'altérité, une intrusion violente que l'on peut même considérer comme dangereuse et qui est même génératrice de conflits. Par conséquent, je ne suis pas du tout certain que l'altérité de celui ou celle à qui on s'adresse soit un partenaire vis-à-vis duquel nous devions manifester une très grande bienveillance. Il est aussi dans une large mesure une menace. Naturellement, j'accentue mon point de vue afin, en parlant de façon polémique, de permettre la contestation. Je ne dis pas que je sois entièrement d'accord avec mes propres propos. Bien. Ce qui est déjà une bonne aussi, c'est philosophique, non? Oui, c'est très bien. Les langues sont également des méthodes de conviction, et une de leurs fonctions, de leurs tropismes, les principaux, c'est la rhétorique. Ce sont des méthodes de conviction, de tentative de conduire l'étranger, l'autre, à partager notre point de vue à l'échelle d'un gouvernant ou de pouvoirs établis politiques. Ce sont des méthodes d'oppression ou d'imposition, sauf dans les démocraties vraiment authentiquement démocratiques, c'est-à-dire de plus en plus un idéal qui n'existe de moins en moins. Eh bien, ce sont des méthodes de rhétorique pour convaincre en exerçant une très forte pression. À cet égard, ce que l'on ne dit pas, le silence, est une langue tout aussi importante que ce que l'on dit. Et ce que l'on dit, et qui réussit à être compris, à être clair, d'abord pour celui qui le dit, qui l'énonce clairement parce qu'il l'a conçu clairement, comme dit l'autre, et celui qui le comprend, eh bien, ce sont des trous de clarté dans un continuum d'obscurité et d'ambiguïté. C'est ça la communication. Contrairement à ce que l'on croit, elle est une série de petites victoires ponctuelles, difficilement obtenues par rapport à un ensemble de malentendus. La communication comme victoire sur le malentendu. Voilà un thème aussi que je propose. Oui, mais c'est très bien, et qui peut servir ça peut être accepté de débat. Je lance quelques petites inconséquences, quelques petites impertinences et folies à des fins rhétoriques précisément. Très bien. Bien, les langues sont également des voies d'expression de notre être intime, de nos sentiments, ou les plus profonds ou les plus superficiels. Elles sont donc des moyens d'exprimer nos ressentis, nos sentiments, notre être intérieur. À cet égard, la chose est utilisée dans la thérapeutique psychanalytique. Le discours nous aide précisément par l'expression de ce qui est dans notre subconscient à nous guérir, ou en tout cas à prendre conscience de ce qui nous obsède, de ce qui nous habite et qui nous fait mal. Les paroles que l'on prononce à travers donc les langues qui en sont les matrices, elles ont également
une autre finalité, un autre tropisme qui est d'ordre ludique. On ne le dit pas assez, mais les conduites humaines sont aussi très largement ludiques. On peut dire qu'en contrepoint de l'instinct de reproduction animale, génésique, du besoin de se nourrir pour ne pas mourir d'inanition et du besoin de s'abriter pour ne pas mourir de chaud ou de froid, il y a respectivement l'érotisme, la gastronomie, l'architecture. Ça, ce sont des conduites profondément humaines, c'est-à-dire ce sont des conduites qui sont, pour parler en philosophe, des finalités sans fin. Il n'y a pas vraiment de finalité autre que soi-même. Et ça, ce sont des comportements ludiques. Les langues, par conséquent, nous permettent de jouer. L'enfant le fait constamment. Il joue avec les mots, comme avec des jouets, il les balance en l'air, il prononce des syllabes, il éclate de rire, le petit enfant, et par conséquent le modèle même de ce que peuvent être les langues comme moyen d'accession à l'empirée, à l'univers du jeu, du ludique, mais également de l'imagination, mais également du rêve. Les langues nous permettent de rêver. Tout cela va bien au-delà, comme vous le voyez, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, de la simple communication. Les langues sont également des instruments de diversification des populations. Je distingue volontiers langue de culture et langue d'usage, ou langue de service, disons. L'anglais contemporain, dans sa forme diffusée dans le monde entier, est une langue de service. C'est une des raisons pour lesquelles je le déteste. Je ne déteste pas l'anglais lui-même en tant que langue. Je suis un amoureux fou des langues depuis l'enfance. J'ai toujours baigné dans l'amour profond des langues. Et si je me trouvais à Pékin, ou à Moscou, ou au Caire, je ferais, comme j'ai toujours fait, mon exposé en chinois, en russe ou en arabe, me jeter dans les langues, parler aux gens leur langue, et mon bonheur depuis la petite enfance. J'ai toujours été un homme habité au sens profond du terme, par l'amour des langues. Par conséquent, par définition, je suis devenu un linguiste professionnel, mais à l'origine, c'est toujours d'ailleurs, à côté de la profession qui me permet de vivre, c'était une passion profonde dans laquelle j'ai investi tout. Et j'ai rencontré, je continue de bénir et de pleurer mes parents, j'ai rencontré chez mes parents la bienveillance, l'amour et la tendresse d'encourager ma folie depuis la petite enfance. Ils n'ont jamais fait de la moindre objection au fait de m'acheter, dès que j'ai su lire, des grammaires et des dictionnaires plutôt que d'absurdes jouets sans le moindre intérêt. Bien, dans ces conditions, voilà la façon dont j'ai grandi. Et du fait de cela, je ne peux pas être favorable à une langue qui a pour prétention, peut-être pas elle-même, mais en tout cas ceux qui s'en servent, et c'est très souvent pas ceux qui la maîtrisent le mieux, qui ne sont pas des native speakers, des locuteurs de naissance, et qui est l'anglais. En effet, c'est une langue de service, et une langue de service, rendant service, comme l'indique son nom, ne peut pas être une langue de culture. Elle ne peut pas du même coup répondre à notre besoin d'investir nos contenus culturels dans ce que nous disons. Or, les langues le font toutes. Les langues sont non seulement des systèmes, mais aussi des corpus. Je n'en prendrai qu'un seul exemple, si vous permettez. Laissez-moi prendre 3 exemples chinois. En chinois, on a 3 expressions. L'une, c'est shouju, taitu, c'est-à-dire s'asseoir au coin d'un arbre et attendre le lièvre, c'est-à-dire s'obstiner bêtement dans une conduite sans aucune finalité. Référence à un vieillard du temps des Tang qui avait vu un lièvre se casser le cou contre un arbre et qui croyait que s'asseoir à côté de cet arbre lui permettrait que d'autres lièvres viennent se casser le cou, qui est un comportement complètement absurde. Une autre expression, Wang Mei Zhike, c'est-à-dire regarder les pruniers et mettre fin à la soif, parce qu'un général de l'époque de la dynastie des Lou, principauté des Lou, à l'est, maintenant c'est le Shantung, et c'est l'endroit où est né Confucius, d'ailleurs au IVe siècle avant l'ère chrétienne, au 5e, 4e siècle avant l'ère chrétienne, qui disait à ses soldats qui étaient assoiffés et qui voulaient s'arrêter, eh bien écoutez, au loin, là-bas, il y a des pruniers délicieux avec des fruits liquides presque, tellement ils sont à un point de maturité, encore quelques mètres et vous verrez, on y arrivera. Et donc, regarder les pruniers pour éteindre la soif, c'est la façon chinoise de dire se gargariser d'espoir complètement vain, illusoire, de choses qui n'arriveront jamais. Bon, ces 2 expressions chinoises sont empruntées au Shouji, au livre d'histoire qui date du 5e siècle avant l'ère chrétienne, ou au Chuanzhou, c'est-à-dire printemps-automne, qui sont les livres de la vieille histoire chinoise du 2e siècle avant l'ère chrétienne. Et ce sont des corpus dans lesquels puise le chinois de façon extrêmement fréquente. Je cite le chinois, mais je pourrais citer d'innombrables autres langues. En d'autres termes, si une langue n'est pas seulement un système, mais aussi un corpus, c'est parce qu'elle est un réceptacle, un répertoire
d'innombrables expressions qui font allusion à des situations historiques appartenant à la culture d'une nation donnée, et que tout cela, non seulement n'est pas traduisible, mais s'inscrit en faux contre ce que la traduction, singulièrement dans une langue de service comme l'anglais, a de entièrement rebelle à l'originalité des cultures diverses. En d'autres termes, voilà, les langues sont tout cela, instruments d'articulation du réel, instruments d'analyse, instruments d'accession cognitive à notre être profond, instruments de conviction et d'oppression même par leur capacité rhétorique, instruments d'expression de nos sentiments les plus intimes et quelquefois même sentiments qui ne sont pas traduisibles. Je dis à cet égard, d'ailleurs tout à l'heure j'ai oublié de le noter, je le dis en passage en revenant à ce très résumé, que même si inadéquats, même si les langues humaines sont inadéquats à exprimer nos affects les plus profonds, c'est un terme bergsonien, c'est un terme philosophique, un terme extrêmement courant, elles sont tout de même bien plus adéquates pour les exprimer qu'un geste ou qu'un regard. En d'autres termes, le contenu sémantique d'un regard ou d'un geste ne peut en aucune façon, même quand ceux qui les émettent les considèrent comme investis d'un puissant contenu sémantique très fort, très prégnant, se comparer à ce que les langues humaines, comme articulation du réel exprimable, comme articulation du dissible, permettent de raffinement. Bien, c'était une parenthèse au sein d'un des développements que j'avais fait. Un autre concernait le jeu, le ludique, l'imagination, les langues comme moyen de s'inscrire dans le domaine du rêve. Là encore, c'est quelque chose qui va bien au-delà de la pure et simple communication, et ça peut parfaitement se concevoir dans un contexte qui n'est pas du tout de communication, mais au contraire de soliloque, et je ne dis pas de solipsisme, mais en tout cas d'isolement de celui qui rêve tout seul et qui ne rêve pas en collectivité. On peut évidemment discuter, c'est un thème que je laisse aux spécialistes du rêve. Le rêve peut-il être un programme collectif ou est-il au contraire une méthode totalement et exclusivement individuelle? Et enfin, les langues comme étant des corpus autant que des cultures traduisibles ou transférables l'une à l'autre. Tout cela entraîne, en conclusion, l'idée que communiquer à travers les langues, c'est certainement essayer, comme l'indique le mot, de faire partager quelque chose qui soit commun, précisément, à l'un et à l'autre, mais ça reste bien en deçà de tout ce que l'on peut communiquer, et également, ça laisse de côté toute une série de tropismes ou de buts ou d'idéaux que les langues nous permettent d'atteindre et qui vont au-delà de la pure et simple communication. Voilà. Merci beaucoup. C'est assez difficile de vous contredire, mais on va le faire ensemble parce que j'aimerais bien vous répondre dans une langue que vous ne connaissez pas, mais il faut que je cherche longtemps quand même parce que vous en connaissez beaucoup. 17, 18, combien vous en connaissez de langues? Cher Robert, vous me posez une question que me posent très très souvent les journalistes à laquelle je n'ai pas de réponse. L'idée de compter les langues dans lesquelles je vis ne m'est jamais venue à l'esprit. C'est l'univers dans lequel je baigne depuis l'enfance. Je ne compte pas les langues, ça n'a aucun intérêt. Il ne s'agit pas ici de matchs, de championnats. Je n'ai pas la moindre idée des langues que je parle. D'autre part, comme vous le savez, ce n'est pas à vous que je vais apprendre, il y a une différence entre parler une langue, la comprendre, la lire, l'écrire, la citer dans ses cours ou dans ses livres. Il y a toute une série de manières de manipuler les langues et par conséquent, je récuse toute question sur le nombre des langues que je parle, entre gros guillemets. Je n'ai aucune réponse et je vous prie de me faire l'amitié de penser que ce n'est pas la coquetterie. D'accord, c'est une très belle réponse, monsieur Diego, vous me donnez. Je vous repose la question, combien vous connaissez dans ce que vous dites, il y a des choses, évidemment, on peut être tout à fait d'accord sur les fonctions, vous avez si brillamment décrit des langues. On peut constater quand même quelque chose avant de passer la parole à mes autres camarades, c'est qu'à chaque fois que vous citez l'une de ces fonctions, que ce soit l'expression des sentiments, que ce soit la saisie du réel, on peut constater néanmoins qu'il y a une sorte d'incapacité à chaque fois, même comme outil du pouvoir, comme outil de pouvoir. Et on pourrait se demander si précisément le parler, ER, n'est pas cette activité qui est dans l'effervescence même de son propre manque, si je puis dire. Le fait que je ne puisse pas exprimer mes sentiments, là je ne vais pas reprendre Bergson, vous l'avez cité, parce que je ne peux pas transformer ce qui est de la temporalité, c'est-à-dire le flux indétectable de mes sentiments,
en quelque chose de spatial qui serait les mots, avec les points des phrases, etc. Mais que c'est cette carence-là qui m'incite à parler. De même que le malentendu, Jean Kelevitch a écrit des pages magnifiques là-dessus, le malentendu, c'est ce qui va progressivement vers le bien entendu, sans jamais naturellement y arriver. De la même manière, quand par le langage on essaye de capter le réel, on peut aussi définir le réel comme ce qui n'est pas encore capté. Et c'est cela encore qui m'incite à parler. Et que donc le parler se développe dans la dynamique de son propre échec ou de son propre manquement. Et c'est pour ça qu'on parle tout le temps. Parce que si, autrement dit, il n'y a jamais de dernier mot dans les langues. Parce que le dernier mot, ça voudrait dire soit qu'on a saisi le réel, qu'on a tout le pouvoir, qu'on sait tout traduire, qu'on a fini de jouer également. Donc on pourrait valoriser cette fonction du manque. J'espère que je ne vous contredis pas, vous n'allez pas m'engueuler, ce n'est pas une coquetterie. Je conclurai d'un seul mot ce que vous dites, cher Robert, qui me paraît extrêmement riche et nourrissant. Je dirais en généralisant tout à fait ce que vous voulez dire, que toute entité, toute entéléchie, toute notion se nourrit de son contraire. Et que c'est parce que son contraire surgit, c'est la surrection de son contraire qui fait presque sa nature. Sans son contraire, elle n'existerait pas. D'accord. Michel ou Barbara, j'avais prévu que puisque ça t'intéresse aussi, cette question aussi de l'interlangue, des traductions, etc. Oui, mais d'une certaine manière, tout est dit. Alors, je vais reprendre autrement. Alors nous partons, merci beaucoup. Je vais essayer de reprendre autrement à partir de la question que je me suis posée, qu'est-ce qui excède la communication dans le parler? Et quand je me suis posé cette question, j'ai aussitôt pensé à Mallarmé et à sa manière de stigmatiser, au fond, l'universel reportage. Je cite sa préface au traité du Verbe. L'universel reportage, qui est la seule communication, la communication seule. Et il dit qu'au fond, à quoi bon, je vous lis parce que c'est trop beau, et en même temps, en entendant ça, eh bien, on comprend qu'il y a autre chose que communiquer d'en parler. À quoi bon la merveille de transposer un fait de nature, cette table, en sa presque disparition vibratoire, table, selon le jeu de la parole, si ce n'est pour qu'en émane, sans la gêne d'un proche ou concret rappel, la notion pure. Il est atrocement philosophe. Hein. Ah ouais. Je lis la suite. Je dis une fleur, et hors de l'oubli, où ma voix relègue aucun contour, en tant que quelque chose d'autre que les calices sus, musicalement se lève, idée même et suave, l'absente de tout bouquet. Je dis une fleur, et hors de l'oubli, où ma voix relègue aucun contour, musicalement se lève, idée même et suave, l'absente de tout bouquet. Voilà ce qu'on fait de plus avec la parole que communiquer. Voilà ce qu'on fait de plus que l'universel reportage. On fait surgir. Et on fait surgir l'idée, l'essence. On fait surgir de manière incroyablement liée et mêlée, eh bien, disons, ce qu'il y a de plus philosophique et ce qu'il y a de plus poétique, au moins quand on est Mallarmé. Alors, voilà, ça c'est si vous voulez, c'est autour de ça que j'ai essayé de réfléchir ou de rêver. Et en me posant la question, beaucoup plus, si j'ose dire, au ras des pâquerettes, alors qu'est-ce qu'il y a de plus ? Bon. Alors, parler, c'est parler de cette table, et je dis table, et je dis qu'elle est blanche, et je dis que c'est vrai. C'est parler à, je vous dis que Mallarmé dit une fleur. Bon. Et d'une certaine manière, j'essaye de vous persuader de quelque chose, de quoi je ne sais pas très bien. Mais du moins, ça n'est plus la vérité qui est en jeu. C'est quelque chose d'autre, de l'ordre de la rhétorique. Donc parler de, parler à. Et puis il y a une troisième dimension qui est partout.
et qui est ce que nous faisons tous et tout le temps, et pourtant, peut-être ne le savons-nous pas vraiment, qui est de parler pour parler. C'est la troisième dimension du langage, celle que vous qualifiez, je crois, de finalité sans fin. Cette dimension-là, elle n'est plus de l'ordre de la vérité, elle n'est plus de l'ordre de la persuasion, elle est de l'ordre de la réussite, du bonheur, et c'est ce que Austin appelle performance, plutôt ce qu'il appelle performatif, c'est-à-dire c'est ce qui fait être. C'est ce qui fait être, ce qui a un effet monde quand je dis, ou plutôt quand un maire dit « je vous déclare unis par les liens du mariage », eh bien voilà que vous vous retrouvez mariés si tout est socialement, disons, dans l'état où il faut pour que ça marche. Et lorsque on baptise un bateau Queen Elizabeth, voilà qu'il s'appelle Queen Elizabeth. J'aimerais réfléchir un tout petit peu plus sur cette notion, et à partir de ce que j'ai travaillé, moi, dans le monde grec, c'est-à-dire à partir de la sophistique. La sophistique, c'est ce qui ne cesse de fabriquer du monde, fabriquer du réel, entre rhétorique et, disons, performance, pour faire exister des choses qui n'existent pas encore. Je dis une fleur et hors de l'oubli. On va voir si c'est tout à fait pareil. Donc, parler d'eux, parler à et parler pour parler. Parler pour parler, l'égein logou karin, c'est ce qu'Aristote reproche aux sophistes. Il dit, ils parlent pour parler, au lieu de parler pour dire quelque chose, pour dire que la table est blanche et que c'est vrai. Voilà qu'ils osent parler pour le plaisir de parler. Alors, quand on parle pour le plaisir de parler, eh bien, on fait exister. Et on rejoint ce très ancien thème de la poésie, qui est poiein, faire, fabriquer. Les sophistes n'ont cessé de fabriquer le monde qu'ils disaient, si vous voulez, mais qu'ils ne communiquaient pas, dont ils communiquaient une nouvelle existence à celui qui était en face. Autrement dit, ils ont fait de la politique. La politique, c'est par excellence le domaine de la parole qui est celui de la performance. Je vous dis en marche et bon. Ou bien je vous dis la majorité c'est vous et il y a une chance que d'une certaine manière ça se fabrique ainsi. Je voudrais, pour étayer mon propos, rappeler une conversation qu'on avait eue ensemble, Robert, sur la commission Vérité et Réconciliation au journal Libération. Gorgias dit dans l'éloge d'Hélène, le logos, que je ne sais pas traduire, le discours, la parole, la raison, tout ce que vous voudrez, est un grand tyran, est un grand dynaste, qui, avec le plus petit et le plus inapparent des corps, microtato, somati, fabrique, performe, apotélèe, parachève, les actes les plus divins. Et il le prouve en faisant, avec un magnifique éloge d'Hélène, de la femme la plus coupable du monde, celle qui a mis la Grèce à feu et à sang, celle qui est partie avec son amant, celle qui a enclenché la guerre de Troie, eh bien, il le prouve en faisant de cette Hélène coupable une innocente, disant si elle a été séduite par le logos, personne ne peut résister. Et puis de toute façon, c'est pas de sa faute, c'est la faute des dieux. Et puis. Bref, elle est parfaitement innocente et elle est innocente jusqu'à Offenbach. Elle est réellement innocente. Il fabrique une autre Hélène. Donc, avec cette petite phrase, il thématise ce qu'il est en train de faire, qui excède réellement, définitivement, la vérité et l'erreur, la valeur et le fait. Je prends soin là de démettre les deux fétiches que Austin démet à la fin de son « Qu'en dire c'est faire ».
les two fetishes que sont value fact et truth false. Eh bien, Gorgias démet par sa parole performative, par sa performance, par son épideixis, par son éloge, il démet la vérité et l'erreur, la valeur et le fait. Et faisant cela, il fabrique un monde où Hélène est innocente et il fabrique même un autre type de politique et de cité. Je voulais rappeler la phrase de Desmond Tutu, l'archevêque du Cap, qui a présidé aux destinées de la commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud à la fin de l'apartheid. Parce que c'est la même phrase. Il dit, d'habitude on pense que la parole dit le réel. La commission n'est pas de cet avis. La commission pense que la parole, discours et rhétorique, je cite exactement, hein, c'est de l'anglais, speech, discourse and rhetoric, que la parole, discours et rhétorique fait la réalité, construit la réalité, builds the reality. Et là, la preuve est donnée par Desmond Tutu lui-même et la commission Vérité et Réconciliation qui fabrique le peuple arc-en-ciel. Autrement dit, il y a des impacts dans le monde, des impacts non pas du parler d'eux, non pas du parler à, mais du parler pour parler. Du parler sans avoir d'autres critères que la happiness, la réussite. Non plus le vrai, non plus le persuasif, mais ce qui marche. Comment ça se fait? Et je voulais souligner ça comme excédant évidemment la pure et simple communication et comme rejoignant eh bien, ce que j'ai dit au début, la phrase de Mallarmé, le grand rapport à la poésie ou le rapport à la grande poésie. Si vous voulez, pour moi qui aime la sophistique, quelqu'un comme Gorgias, mon Gorgias, pas celui de Platon, pas celui d'Aristote, c'est eh bien, Austin plus Mallarmé. Bon, évidemment, hein, vous ne trouverez ça dans aucun livre, mais dans aucun dictionnaire et dans aucune histoire de la philosophie. Mais c'est simplement eh bien, du performatif. Je vous indique que pour moi, voilà, je fabrique un monde dans lequel Gorgias, ça serait, disons, se parler pour parler, ça serait quelque chose comme Austin plus Mallarmé égale Desmond Tutu. Bon. Et je rejoins là, maintenant, la deuxième manière de mettre en excès le parler par rapport au communiqué dont on vous a déjà parlé fort bien, à savoir la traduction. La traduction, c'est ce qui fait fond sur la diversité et la différence des langues, et c'est ce qui fait fond sur les différentes manières de fabriquer le monde ou d'être fabriqué par le monde. C'est ce qui fait fond sur, disons, les différentes performances que sont les cultures et que sont les mondes fabriqués par les langues. Et la traduction, c'est ce qui permet de stationner entre, en réfléchissant à la manière dont, dont non seulement les mots, saudade, sprezzatura, ne sont pas les mêmes ou ne sont pas traduisibles, mais dont bien entendu les syntaxes elles-mêmes et les temps, la grammaire ne sont pas transposables directement. La traduction, c'est ce qui me permet de comprendre que c'est une langue que je parle, et une langue entre autres. Et là, je reviens aux politiques. Pour moi, il y a deux grandes phrases autour desquelles, mettons, mes travaux sur la traduction se sont enroulés. Deux phrases que je donnerais dans leur version derridienne. Jacques Derrida dit dans Le monolinguisme de l'autre, plus d'une langue. Si j'avais à définir la déconstruction, dit-il d'une manière sauvage, barbare, immédiate, je dirais, sans phrase, je dirais
plus d'une langue. Plus d'une langue, c'est ce qui vous permet de ne pas croire qu'une table, c'est exactement la même chose que une trapezza, c'est-à-dire quelque chose qui a 4 pieds et non pas qui est une tablette de changeur, ou qu'une mesa, c'est-à-dire un plateau, comme le plateau de Castille. C'est ce qui vous permet de croire que votre langue n'est pas un logos, n'est pas le logos, c'est-à-dire n'est pas la seule langue, mais qu'il y a des langues, et que le fait qu'il y ait plus d'une langue vous met au fond à votre place. Vous met à votre place, c'est-à-dire que vous n'êtes pas grec, et en face de vous, il n'y a pas des barbares qui font blablabla. Non, il y a plus d'une langue, donc il y a vraiment des autres. Et donc il y a vraiment passage d'une langue à une autre, à savoir traduction. Et la deuxième phrase de Derrida qui est immédiatement liée, c'est « une langue, ça n'appartient pas ». Une langue, ça n'appartient pas, c'est-à-dire qu'on ne va pas enraciner un peuple, une langue, une race, ensemble dans une terre. C'est avec ces deux sauf-conduits qu'on peut commencer à réfléchir à la traduction, à la diversité des langues et à leur aspect politique. Et je voudrais simplement conclure sur, disons, ce qui m'intéresse aujourd'hui. Après avoir fait le dictionnaire des intraduisibles et après avoir fait, d'une certaine manière, un éloge de la traduction. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est un projet dont j'ai envie de vous parler, qui est de fabriquer une maison de la sagesse, ou l'équivalent d'une maison de la sagesse, centrée autour de la traduction, comme les Bait al-Hikma de Bagdad. Une maison de la sagesse, c'est une maison qui accueillerait d'abord des traducteurs et tous ceux qui ont besoin de traduction. Je pense qu'elle pourrait s'articuler en 3 temps, et ces 3 temps disent quelque chose des langues et quelque chose de ce que c'est que faire autre chose que communiquer. Le premier temps, c'est véritablement l'accueil, tout simplement, c'est-à-dire accueillir tous ceux qui arrivent et qui, c'est très simple, ne savent pas et ne peuvent pas savoir remplir les papiers qu'on leur demande de remplir. Ils ne peuvent pas savoir quelle case cocher et ils ne peuvent pas savoir s'ils sont ou non paxés quand ils viennent de Syrie. Ça n'a pas de sens. Bon. Ils ne peuvent même pas forcément savoir quelle est la différence entre un nom et un prénom. Et ils ne peuvent certainement pas savoir s'ils sont demandeurs d'asile ou quel est exactement leur statut. Eh bien, pour ces gens-là, j'aimerais que nous fassions un glossaire de la bureaucratie et que nous le fassions avec eux et à travers leur langue. C'est ce que nous avons commencé à faire. Accueil, glossaire de la bureaucratie française, comparée éventuellement à la bureaucratie allemande, et voilà, pour faire réfléchir et ceux qui arrivent et ceux qui reçoivent, pour autant qu'ils reçoivent. Le deuxième temps, c'est quelque chose qui valorise autrement ce que j'appellerais les objets migrateurs. C'est-à-dire ces objets qui en disent autant que les langues et qui sont transportés, qui arrivent comme le bien le plus précieux sans qu'on sache exactement pourquoi, parce que ce n'est pas nécessairement un bien qui a de la valeur, mais c'est un bien qui a du sens. Et je voudrais qu'on fasse des banques-musées, comme on en fait au Mali par exemple, qui déclenchent des microcrédits. Des banques-musées sur des objets qui arrivent avec leur histoire. C'est une autre manière de réfléchir à l'idée de traduction et à l'idée de communication. Et enfin, le troisième projet que nous avons commencé de faire, avec un certain nombre de gens qui sont d'ailleurs dans la salle, c'est un projet beaucoup plus scientifique et beaucoup plus lourd sur les intraduisibles des 3 monothéismes. Autour de quoi? Autour de quels mots? Hébreu, arabe, latin, grec, araméen, s'enroulent disons, les grands livres, les livres dits sacrés, et comment, à partir de là, arrive-t-on à comprendre ce qui ne passe pas, comprendre comment ça fonctionne dans la différence, comprendre, au fond, ce qui excède la pure et simple communication. Voilà, je voulais simplement conclure sur cette ouverture parce que je pense que cette thématique, parler ou communiquer, doit nous
nous aiguiller aujourd'hui lorsque nous accueillons. Et à l'intérieur de l'exposition dont Robert a parlé au MUSEM, il y avait une grande simèse que j'avais intitulée « La simèse du mot qui vous manque ». Nous avions demandé à tous ceux qui arrivent à Marseille, quel est le mot de votre langue qui vous manque le plus? Et là, il y avait des choses du genre orphelin de mon fils. Beaucoup de choses concernant la parenté, beaucoup de choses concernant ce qu'on appellerait la Stimmung, hein, le type de nostalgie. Donc Saudade était l'un de ces mots, Dor était l'un de ces mots. Donc quel est le mot qui vous manque le plus? Et de manière réversible, car c'est là où, à mon sens, la communication intervient et le parléa intervient, nous leur avions demandé « Et quel est le mot du français qui vous paraît le plus étrange ?» Merci. Je ne voudrais pas que tu te vexes, Barbara, mais moi, le mot qui me manque le plus dans mes langues, dans mes deux langues, c'est le mot citriolo. Je ne le trouve jamais. Quand je parle, c'est ma langue, l'italien, comme le français. Je ne pense pas qu'on puisse déceler que mon français a été appris comme ça. Mais quand je veux dire citriolo, je ne le trouve jamais. Donc, je le trouve. Alors dis-le en français, s'il te plaît. Cornichon. Et il y a, parce que parmi les mots qui manquent, et ça, je ne voudrais pas vous interroger, parce que moi, je ne sais pas répondre. Moi, je m'aperçois dans l'expérience du bilinguisme, que je crois être à peu près total pour ce qui me concerne, que parfois, les mots qui vous manquent, ce sont des tout petits mots, les mots de liaison, les mots qu'on ne peut pas traduire. S'il y a ici des italianisants, je pense qu'il y en a aussi, essayez de traduire en français « magari ». Ah, magari. Je ne peux pas, je ne sais même pas vous l'expliquer. Je voudrais bien. Je regrette. Oui, mais oui, sauf que dans le français, il y a de la volonté. Je voudrais bien. En italien, c'est magari, c'est-à-dire que c'est neutre. C'est absolument impossible de traduire. Et c'est les petits mots comme ça qui sont effectivement parfois difficiles et qui constituent une des expériences les plus difficiles du bilinguisme. Oui, oui. Donc cette fissure dont tu parles, ou ce plus de langue, parfois il est au sein même d'entre nous, pas sur les mots saudade ou les mots difficiles, mais les tout petits trucs. Dans cette simèse était entourée de mots de ce genre, c'est-à-dire de je ne sais pas comment est-ce qu'il faut dire, de particules, si tu veux. Bon, en grec ancien, on en a des milliers. Hein, des particules qui sont réellement omniprésentes et absentes. Oui. Ouais, c'est assez intéressant d'entendre Michel. Alors, Barbara, tout précédemment, indique que tout était dit. Bon, elle vient de parler. Alors, tout est absolument dit. Donc, la situation devient extrêmement critique pour moi. Alors, je n'ai qu'une solution, c'est de me placer totalement à côté de tout ce qui a été dit. C'est-à-dire que ce dont je vais vous parler, c'est effectivement de parler ou communiquer, bien sûr, mais la question que je me pose et qui sera sans doute, qui aura des conclusions plus tristes, plus pessimistes que celles que l'on vient d'entendre, qui sont quand même baignées d'un certain optimisme, c'est que devient la différence entre le parler et le communiquer, dont il a été question, et avec laquelle je m'accorde pleinement, tout ce qui a été dit, je m'accorde pleinement, mais que devient cette différence entre le parler et le communiquer à l'ère du développement et de l'emprise technique? Que devient le communiquer dans l'emprise technique? Bon, voilà. Alors, c'est une question un peu délicate parce que, bon, je vais être obligé je ne vais pas faire de technique, mais c'est une atmosphère qui se met en place et qu'il est indispensable de développer un petit peu avec précision. C'est pour ça que j'ai préféré le mettre sous forme papier. Donc d'abord, l'emprise technique, c'est aussi l'innovation technique, donc telle que nous pouvons la voir se développer et se répandre de façon permanente, sous nos yeux, a toujours de bons et de mauvais usages, et il est illusoire de prétendre en faire le tri. Alors on ne commence pas par me dire que je suis contre la technique, pour la technique. Je ne suis ni contre ni pour. Je dis qu'on ne peut pas en faire le tri. En revanche, et c'est là que la question m'intéresse, en revanche, il n'est pas illusoire, et tout le monde devrait le faire, de s'interroger sur ce que la technique change dans nos vies, dans le monde, dans notre relation au temps et à l'espace, mais surtout dans notre relation aux autres, dans le communiquer et le parler.
qu'est-ce que la technique change dans le communiquer et le parler, qui n'est pas uniquement celui dont on vient de parler, qui est en fin de compte un parler et un communiquer que je dirais sans technique. Alors qu'est-ce qu'il devient? Or, dans votre quotidien, à tous, vous utilisez tous des moyens de communication qui ne sont ni le parler ni le communiquer que l'on vient d'utiliser, mais un autre. Et c'est celui-là qui m'intéresse. Alors qu'est-ce que parler ou communiquer à l'ère de l'innovation techno-numérique permanente? Comment les penser, le parler et le communiquer? Alors, il faut déjà remonter un petit peu d'un degré. Derrière l'innovation technique se cache toujours le numérique. Ça, vous le savez tous. Donc, de réseau en réseau, nous sommes tous connectés, tous en communication. C'est là que la communication arrive. Tous en communication et tous communiquants. Ben, vous le savez. Et nous insérons progressivement dans un grand projet. De ce grand projet, la communication dont il a été question jusqu'à maintenant n'en a pas parlé. Mais il y a ce grand projet, un grand projet associé aux théories de la convergence, ce qu'on appelle les NBIC, nano, bio, info, cogno, donc nanotechnologie, biologie, information, cognitivisme. Et ces grandes théories de la convergence qui nous rassemblent tous et qui sont souvent glorifiées dans la presse et sur les ondes, celui des villes intelligentes ou des smart cities, voire de la planète intelligente. La communication s'insère là-dedans et construit cela, qui est un projet, et ça en général on ne le rappelle pas, c'est un projet conçu et défendu pour une large part par IBM, hein, on en parle rarement, dont le PDG de l'époque, je dis de l'époque parce qu'il s'agit de 2008, qui était Sam Palmisano, déclare le 12 novembre à Istanbul, devant un brillant parterre de cadres supérieurs du groupe, mais aussi d'industriels, de journalistes et d'universitaires. Voilà ce qu'il déclare. Le monde entier devient plus intelligent parce que nous voulons qu'il en soit ainsi. Comment le monde devient-il plus intelligent? Pense-t-il mieux, le monde? Je ne sais pas. Alors, afin de répondre à cette question, je vais rapporter quelques propos de Palmisano. Mais avant cela, il convient de rappeler une chose. Hein, c'est un problème de langue. Là, c'est le seul moment où je ferai, parce que moi, je suis nul en langue, contrairement à Claude Agès. Je n'arrive pas à parler plus d'une langue, à peine une ou deux autres, mais très mal. Donc, je suis très admiratif. Bon. Mais je n'ai pas l'amour des langues. Bon, voilà. Bon. Je voudrais rappeler simplement que le terme intelligence, qui est toujours employé ici, comme d'ailleurs en langue française, dans les mêmes contextes, doit être entendu au sens anglais de renseignement. C'est ça le problème, comme dans Intelligence Service. Ça, c'est essentiel, c'est-à-dire au sens d'information qui circule. Alors, vous voyez déjà qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est-à-dire communiquer devient déjà communiquer, connexion est synonyme de renseignement. C'est-à-dire que là, il y a un glissement qui, évidemment, était totalement absent des discours précédents, et à juste raison, mais qui apparaît là de façon extrêmement, disons, prégnante. Alors, revenons au discours de Palmisano. Voilà ce qu'il dit, cet homme, en 2008. « Notre monde est le plus instrumenté. Le transistor, inventé il y a 60 ans, est l'élément qui est à la base du numérique. Pensez maintenant à un monde qui compterait 1 milliard de transistors, nous sommes en 2008, de transistors par être humain, chacun coûtant un 10 millionième de cent. C'est ce que nous aurons en 2010. 30 milliards d'étiquettes d'identification par radiofréquence, les fameuses puces RFID, qui sont des puces qui permettent de transmettre de l'information à courte distance et évidemment du renseignement, seront produites à l'échelle planétaire dans les 2 prochaines années. Des capteurs sont intégrés à des écosystèmes complets, chaînes d'approvisionnement, réseaux de soins de santé et villes. Même les milieux naturels, comme les rivières, y ont droit. Donc nous sommes dans une communication absolument généralisée. Et ces infrastructures numériques spécialisées, alors c'est moi qui parle maintenant, dans la collecte des informations associées à la mise en place de superordinateurs et à l'introduction de nouveaux modèles informatiques, les fameux clouds, ou nuages, vont conduire à la transformation de ces masses de données en intelligence. Toujours la même chose, c'est-à-dire en renseignement. Vous êtes à l'intérieur vous-même d'un ensemble connecté, vous communiquez à l'intérieur de cet ensemble, et de plus, ajoute-t-il, les infrastructures numériques et physiques du monde entier convergent.
je dis bien les infrastructures numériques et physiques du monde entier. Voilà, il précise, nous mettons, c'est IBM, la puissance informatique au service de choses que nous n'aurions jamais reconnues auparavant comme étant des ordinateurs. En réalité, presque tout, qu'il s'agisse d'une personne, vous et moi, d'un objet, d'un processus ou d'un service, pour une organisation publique ou privée, grande ou petite, peut devenir sensible à la réalité numérique et faire partie d'un réseau. Tout communique, les choses, les individus, tout est dans un groupe de communication. Quel enthousiasme! Tout sera connecté, piloté par des moteurs de recherche et des machines informatiques afin d'obtenir une efficacité optimale pour tous les aspects de notre existence individuelle et sociale, puisque nous sommes connectés. Une existence parfaitement réglée, car parfaitement renseignée, surveillée dans la communication, pour la débarrasser de ses imperfections. C'est ça le but depuis des décennies. Des pertes de temps, de la rêverie, de la flânerie et autres fadaises pouvant nuire à la productivité et à la croissance. Une existence vouée au réseau, aux sollicitations extérieures, prise dans des circonstances données, il s'agit de notre vie, dénuée de réflexion et de profondeur, de toute intériorité. Il n'y en a plus besoin. Une existence plate, ignorant l'expérience vitale qui nous lie à notre regard intérieur, comme une fuite devant la pensée, la méditation, ce dont on a plutôt parlé tout à l'heure. Là, on s'en va, mais qui fait les délices des interprétations de la psychologie expérimentale et comportementale, où le modèle de l'homme, c'est un peu une méchanceté ça, est remplacé par celui du rat. Mais je dis ça parce que je m'inspire d'Arthur Koestler, qui en 1968 disait qu'on s'inspirait dans une sorte de ratomorphisme, se substituant à l'ancien anthropomorphisme. Voilà, alors le rat est devenu au centre, il est notre modèle. D'ailleurs, moi, j'ai l'impression d'être un rat par moment. Bon. Alors, en résumé, la communication est devenue via le numérique, pas en tant que telle. La communication, vous avez vu, on en a parlé, elle reste ce qu'elle est, elle peut toujours être cela. Mais elle est devenue via le numérique autre chose. Elle s'est transformée par son exercice même à travers les réseaux sociaux et autres échanges et achats, vous achetez tous sur Internet, à travers les connexions multiples, elle s'est transformée en source de renseignements et source d'informations pour d'autres que ceux qui communiquent. Autrefois, quand on communiquait l'un avec l'autre, en général. Mais maintenant, on communique, et quand on communique, ça sert à ceux qui vous écoutent communiquer. Communiquer est devenu une marchandise, non seulement par son contenu, mais par le type de communication échangée entre les individus en tel lieu et à telle heure. Se trouve ainsi générée une situation nouvelle, étrange et menaçante, où les libertés individuelles et collectives risquent d'être mises à mal. Nous pouvons d'ailleurs l'observer quasi quotidiennement, tant sur le plan national qu'international. Ça défraie les chroniques régulièrement, et ce n'est pas une invention. Donc des libertés qu'on perd et que nous laissons sur le bord de la route, mais en échange de quoi ? Non de la satisfaction de besoins réels, mais de débouchés pour des produits qui nous conduisent à en désirer d'autres dans un asservissement continuel. L'asservissement s'appelle aujourd'hui automate, système expert, télésurveillance, scanner de contrôle biométrique, logiciel d'administration des populations, etc. Bientôt, nous aurons notre cerveau numérique, moi j'en aurai besoin, qui nous accompagnera dans toutes nos tâches et nos décisions. Il choisira pour nous, mieux que nous, pour notre bonheur. Nous entrerons dans le meilleur des mondes. Pourquoi un tel renoncement, une telle apathie? Pourquoi donc renoncer à penser ce que nous sommes, à vouloir oublier notre intériorité? Ce qui, en revanche, a été souligné ici. Et c'est très positif. C'est pour ça que je suis le méchant aujourd'hui. Ça me plaît bien d'être le méchant. Je suis le méchant et vous étiez les gentils. Bon, on s'arrangera après. Donc, à penser ce que nous sommes, à vouloir oublier notre intériorité, ce dialogue avec soi-même, ce rapport vivant qui constitue notre inaliénable profondeur, au profit du monde plat, des circuits électroniques, de la fascination des écrans et des comportements devenus quasi instinctifs, imposés par les touches des machines. L'hébétude est-elle un avenir et la réflexion un malheur? Je laisse ça à votre méditation. Par moments, je pense que c'est vrai. Bon, ce n'est pas tout.
Et je reprends quelque chose de Sam Palmisano. Ce n'est pas tout. Le numérique, en s'immisçant à toutes les échelles dans les entrelacs de la nature, comme il fait référence Palmisano dans son discours, crée une sorte de monde ou de nature-machine. Cette dernière devient dans l'artificiel et l'illusion la nature, tout autant qu'une planète intelligente de surveillance généralisée, où la fusion des données multisources, c'est-à-dire l'ensemble des données qui sont susceptibles d'être captées, offre la possibilité unique de visualiser et de gérer les événements en temps réel et de les archiver. C'est-à-dire cette communication généralisée, y compris des événements de la vie, vous et les événements de la vie, tout peut être archivé en temps réel. Il suffit d'aller voir sur le site de Thalès. Donc nous sommes connectés et universellement communicants. Dans un monde technique intelligent, il nous l'a dit, on le sait, c'est-à-dire surveillé et renseigné, voire contraint. La nature, ou du moins l'idée que nous nous en faisons, se dérobe et se dédouble dans l'artificialisation du GPS. Tout le monde utilise son GPS. De quel monde est-il question lorsqu'on utilise son GPS? Ou vous êtes vous-même à l'intérieur du GPS, hein. De la carte MAPI, du vivant industrialisé, de l'alimentation food 2.0, voire 3.0, et des mesures de capteurs en tout genre apparaissant sur de multiples écrans. Nous devons nous interroger. C'est pour ça que je dis tout ça, c'est parce que je veux qu'on s'interroge. Nous devons nous interroger. Existons-nous encore? Ou ne sommes-nous pas déjà devenus des somnambules d'une nature marchandisée, produite industriellement, devenue artificielle et se substituant à ce qui était primitivement et gratuitement accessible? Sommes-nous encore capables de construire nos existences, c'est-à-dire de penser, de rêver et d'imaginer nos vies, ici et maintenant, en parlant et communiquant, pour faire dans la liberté société? Là, nous avons parlé et communiqué, nous faisions société. Peut-on encore le faire à travers les problèmes du numérique? Ça ne me paraît pas absolument évident. Ce n'est pas tout. J'ai un petit ajout encore. Ce n'est pas tout. Nous venons de nous attacher au communiqué et à ses vicissitudes dans le monde de la nouvelle ère technique. Mais qu'en est-il du parler? On n'a fait que communiquer pour le moment. Qu'en est-il de cet acte qui requiert le face-à-face? Qu'en sera-t-il lorsque ce face-à-face deviendra celui de deux artefacts numériques, de deux hommes augmentés, vous et moi, demain, peut-être déjà aujourd'hui, mais vous et moi, demain, quand on sera... Alors, l'expression d'homme augmenté, parce que c'est important, ça. Parce que l'homme augmenté, peut-être parlera-t-il encore, je ne sais pas, mais comment parlera-t-il, celui-là? L'expression d'homme augmenté m'a toujours rempli d'étonnement. Je conçois l'idée d'homme réparé, mécaniquement ou biologiquement, mais pas celle d'homme augmenté, ou du moins par celle que recouvre l'association des deux termes, d'homme et d'augmenté. N'y a-t-il pas dans cette association comme une négation implicite du premier, l'homme? Que devient alors le parler? Puisqu'on a bien dit que le parler était lié à l'homme tout à l'heure, sous des formes diverses, parler à, parler d'eux, on a tout dit, c'est pour ça que j'ai du mal à parler moi maintenant. Cet homme augmenté, et c'est là que la question est importante, cet homme augmenté, en quoi est-il augmenté? Je dirais bien plutôt qu'il s'agit d'un homme diminué et réduit, car nourri, transporté, aimé par des machines et lui-même machiné, si je puis dire, transformé en machine. Un homme assisté dans tous les actes de la vie, y compris dans le travail de la mémoire. Elle est externalisée dans les bases de données. Dans le repérage spatial, on a déjà parlé. Dans l'écriture, comme on se pose la question, pourquoi donc apprendre à écrire? Un homme donc machiné par des prothèses électroniques. Ce n'est pas suffisant, il reste une miette de pensée à évacuer, ou comme on le dit, à augmenter. Arrivent alors, plein d'enthousiasme, les robots collaboratifs qui, tel un cerveau numérique de remplacement, nous accompagneront dans toutes les tâches et les décisions. Ils seront capables, à n'en pas douter, de penser, de choisir et de dessiner mieux que nous, pour notre bonheur et pour nous trouver de bons interlocuteurs à la parole synthétique. L'homme augmenté, l'homme de demain et déjà un peu d'aujourd'hui, est un homme sans parole ou de synthèse, car défait de son existence, puisque devenu dans le contentement et le consentement qu'une biologie assistée. Un homme donc sans parole, dépourvu d'intériorité. La mémoire a été externalisée et l'appréhension sensible du monde évacuée
au profit des interfaces numériques et du monde virtuel. Un homme baignant dans l'insignifiance, la superficialité, à la socialisation médiatisée par les écrans, la communication calibrée et la parole synthétisée. Un consommateur au comportement quasi automatisé, imposé par les réseaux des machines et les écrans, devenu son espace de vie. Exit le visage de l'autre. Exit le parler. Exit la présence de l'autre. Bienvenue au décodage en solitaire. Un décodage qui remplace le parler et le penser, retour à l'animalité et aux échanges de signaux dépourvus de profondeur, dans la confusion entretenue du décodage, de la communication et du langage, qui a été brillamment présenté tout à l'heure. Maintenant, un seul truc. Parler ou communiquer devient un faux problème. Décoder sans penser en solitaire devient notre horizon à l'ère des innovations techno-numériques. Ne conviendrait-il pas aujourd'hui de laisser ces innovations techno-numériques en dehors de notre quotidien, de les laisser être des objets qui n'ont rien d'absolu et ne doivent pas nous accaparer parce qu'ils dépendent de nous. Je vous remercie. Moi, je suis vraiment d'accord avec plein de choses que vous venez de dire, mais il me semble aussi que cette puissance comme ça numérique, qu'on voit vraiment gigantesque, inarrêtable surtout, moi, il me semble qu'elle a des pieds d'argile. Je veux pas prendre des démonstrations, parler du rapport à la technique, mais simplement dire que tout le système qui vient d'être décrit si précisément, il dépend juste d'une panne électrique. Je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. C'est tout. Alors que Mais nuit, elle n'est jamais venue dans le système électrique. Je ne suis pas sûr qu'elle viendra dans le système électronique. c'est Mais possible. cette panne C'est possible. sera extraordinairement dangereuse. Bah, bien sûr, bien sûr. Peut-être encore Ouais, pire que. bien sûr. C'est peut-être pire avec la panne que lorsque ça marche. C'est vrai. Il y a un C'est-à-dire que roman de Barjavel sur une panne électrique, et c'est un peu catastrophique. Non, je suis d'accord. Mais l'absence de lumière tuera toute cette communication. Alors que l'absence de lumière, il faut quand même le rappeler comme ça en passant, c'est l'absence de lumière qui a créé la parole quand même, qui a créé le langage. Donc oui, il y a deux choses. C'est pour ça que ça me rend plutôt optimiste. Non, je veux dire, c'est parce qu'il y a eu la nuit que les hommes ne pouvant plus manifester des signes, ont quand même poussé des cris pour s'entendre. Et donc, il y a là quelque chose qui, quelque part, si je puis dire, oui, je suis très vague et très flou parce que je n'y crois pas beaucoup moi-même, donne un peu d'optimisme d'une certaine manière. Et qu'on aura toujours des nuits en nous suffisantes pour avoir le besoin de parler et reparler encore. C'est ce que nous faisons ici. C'est ce que nous faisons ici. Et si j'étais totalement pessimiste, je ne serais pas en train de parler. Voilà. Parce que je le fais aussi. Donc, mais, j'ai dit, c'était pour inquiéter un petit peu et poser les problèmes. Très bien. Ouais. Il y a une inquiétude qui se noue et une gravité qui devient de plus en plus grande. Là-dessus, j'espère qu'on aura toujours une intériorité. Bah, bien sûr. Je l'espère, je n'en suis pas convaincu. Non, mais je pense que la menace, elle existe Voilà. pour de vrai. Il y a une Il faut le réflexion à avoir dire. là-dessus. Voilà. On peut aussi se réfugier derrière, en étant un petit peu scolaire, derrière les subtilités des fonctions du langage. Barbara parlait tout à l'heure du performatif. Il est vrai, en étant un peu scolaire, il y a peut-être des gens qui vont passer le bac, s'il y a quelques jeunes gens ou jeunes femmes. Quand on parle du langage, on vous rappelle constamment qu'il y a diverses fonctions du langage, et que le langage ne sert pas qu'à. Je veux dire, si je dis Barbara, tais-toi, si j'ai le droit de lui donner un ordre, elle va se taire, c'est performatif, mais ça la concerne elle. Ça ne me concerne pas moi. Je lui dis tais-toi, juste pour qu'elle se taise, pour que je puisse parler. Mais si je dis je suis très ému en vous parlant, oui, ce n'est pas la même fonction. L'une est une fonction émotive, l'autre est une fonction effectivement performative. Mais si je dis bonjour Barbara, ça va? Ouais, toi ça va? Oui, moi ça va. Il fait beau? Oui, ça va. Oui, on ne se dit rien en disant ça. On appelle ça une fonction fatigue, n'est-ce pas, si je ne me trompe pas. La fonction fatigue qui est essentielle dans la vie sociale. Quand on rentre acheter ses cigarettes, acheter des baguettes, acheter son pain le matin, on dit bonjour, ça va? Oui, ça va. Oui, ça sert juste de contact social. Mais si je dis le verbe manger est un verbe du premier groupe, c'est pas la même fonction, c'est une fonction métalinguistique, c'est-à-dire je me sers du langage pour expliquer le langage. Et si je dis je parle devant vous, alors je voudrais vous parler de la première analytique, je vais vous parler, n'est-ce pas Barbara, on en a parlé hier soir, et je continue à vous parler, oui la fonction, n'est-ce pas Barbara, on en a parlé hier soir, vous ne comprenez pas ce que je dis,
puisque c'est une fonction référentielle qui se réfère à un autre contexte. Et plus le langage... Alors, on peut multiplier les exemples. On peut dire que plus un langage a une fonction référentielle, c'est un langage, par exemple, entre deux copains qui parlent. Tu te rappelles ce qu'on a fait l'autre fois? Oh non, mais t'as vu, au moment où tu as pris le truc, ah ouais, mais c'était génial après, t'as vu quand l'autre... Là, vous comprenez rien ce que je dis. Mais mon copain qui est là, qui a fait les mêmes choses avec moi, lui, il comprend tout. Un langage qui serait trop performatif est évidemment un langage autoritaire. Un langage qui est trop... oui, je suis ému, c'est un langage... une sorte d'expansionnisme solitaire, égoïste, égotique, ce que vous voudrez. Donc il y a diverses formes de langage. Là aussi, le numérique, et là je suis entièrement d'accord avec ce que vous pensez dans votre tête actuellement, c'est qu'il va résoudre ça aussi. C'est-à-dire qu'il y aura aussi des fonctions... il va résumer tout ça, bien évidemment. Et la crainte la plus grande, c'est ça, c'est que le langage, il perde cette absolue... capacité de dire ce qui ne peut pas être dit, ce qui paraît paradoxal. Et on le disait tout à l'heure avec Claude Agege, c'est parce que je ne peux pas vraiment le dire que je le redis, et que je le redis autrement, et que je cherche d'autres mots, et ainsi de suite à l'infini, mais sans jamais guérir la faille du mot qui manque, qui va tout le temps être là et qui m'oblige effectivement à parler. Est-ce que vous voulez réagir là-dessus, Claude ou Barbara? Oui. Allez-y. Surtout, mais vous ne faites pas réagir l'auditoire. Mais si, après, on verra bien s'il y a des questions. Bien, ce que ça m'inspire en brassant ensemble, de façon un petit peu incongrue, peut-être arbitraire, les exposés qui précèdent, c'est que parmi les idées forces qui se dégagent, il y a celle de la gratuité. Barbara a insisté sur... elle a cité Mallarmé, elle a insisté sur parler pour ne rien dire, et moi, je mettrais volontiers en relief cet aspect des choses. À ma connaissance, l'espèce humaine est la seule qui soit capable de se servir de fonctions qui ont une finalité pour en faire leur propre fin. En d'autres termes, parler pour ne rien dire est quelque chose de très important. On n'a pas nécessairement besoin de dire quelque chose quand on parle. Et d'une certaine façon, l'hermétisme... On peut traduire ces pursions de très haut dédiant l'Euronix, on peut traduire le Vierge vivace et le bel aujourd'hui, on peut traduire tel qu'en lui-même enfin éternité le change. Enfin, je cite des incipits de 3 poèmes de Mallarmé, et les traductions qui sont souvent un petit peu des dérisions, des façons de ridiculiser l'hermétisme, ou méconnaissent volontairement, ou alors sont fondées sur une fort bonne connaissance, mais à base de malveillance, le véritable projet de la poésie hermétique, qui est de n'être qu'elle-même sa propre fin gratuite. En d'autres termes, les langues humaines nous servent à la communication, c'est vrai, elles nous servent aussi à se servir d'elles pour rien d'autre chose que se servir d'elles. Il y a donc là une gratuité, un usage sans finalité autre que celle de l'acte lui-même, qui est, à mon avis, une spécificité de l'espèce humaine. Et des cultures humaines, car toutes les cultures possèdent ça. Pensez au célèbre ouvrage d'Etiambe en 1972 sur la traduction. Il y avait même des saintenis malgaches, il y avait des haïkus japonais, il y avait des pantuns indonésiens, il y avait des poèmes chinois, des trang ou des hou de différentes dynasties. Toutes ces formes poétiques, universellement, dans des cultures apparemment extrêmement différentes les unes des autres, avaient un point commun, à savoir une certaine forme de gratuité ou d'usage du langage pour le plaisir du langage. J'ajouterai quelque chose qui, ce sera mon dernier mot sur ce point, qui n'a pas été cité mais qui me paraît capital, c'est la verlanisation du français, c'est-à-dire l'argot des banlieues, des grandes villes. Il y a aussi les verlans lyonnais, bordelais et marseillais, et pas seulement parisiens. Et verlaniser, c'est-à-dire permuter les syllabes d'un mot disyllabique, on ne peut pas verlaniser un monosyllabe par définition. À partir du moment où j'ai, par exemple, le mot mère, qui est la maman, qui est monosyllabique, je lui impose 3 opérations, je le dissyllabise en méreux, je le permute ou je le verlanise en remets, et je l'apocope ou le tronque en rem. C'est comme ça que rem veut dire mère, ma maman, ma mère, ma rem. Flic, fliqueux, que flic, keuf. Bon. Il y a la communication, il y a le désir, évidemment, de transmettre un contenu. Mais il y a aussi un aspect gratuit et ludique extrêmement fort, car l'usage du verlan, par ceux qui l'ont comme moyen de communication, est aussi
un usage de mise en défi, de provocation par jeu, et en sachant que ceux qui, dans le RER-C, qui va dans des banlieues habitées par un grand nombre d'usagers du verlan, entendent cela, ne comprennent pas, et de cela, on s'égaye. Il y a donc une gratuité qui va à l'opposé même de la communication. C'est une anti-communication. Je ferai juste une remarque. Je suis absolument d'accord avec ça, parce que la gratuité n'existe que dans, disons, deux interlocuteurs face à face. Elle n'existe plus à partir du moment où la communication se fait par le numérique, parce que toute communication devient marchandise. Donc, il peut y avoir gratuité, mais la gratuité est utilisée pour autre chose. Alors que la gratuité, nous pouvons parler tous les deux, on peut s'amuser, on peut faire n'importe quoi avec les mots, on est là. Mais dès qu'on communique à travers du numérique, les connexions font que ce qui est pris est utilisé pour autre chose à titre de renseignement. Donc votre gratuité est à vous, mais elle ne vous appartient plus pleinement. Et ça, je trouve ça très grave, parce que je suis absolument pour cette gratuité. Absolument. Mais elle me désespère. Ouais. Elle me désespère. Les échanges en verlan qui peuvent être gratuits, si elles se font en Internet, à ce moment-là, elles sont utilisées aussi par d'autres. Et elles peuvent être monnayées et devenir marchandises. Et parce que la gratuité n'est pas de l'ordre du communicable. Ben voilà. C'est ça. C'est peut-être ça qui va nous sauver. Alors, c'est peut-être ça qui va nous sauver. Barbara. Mais pourquoi il ne pourrait pas y avoir les deux? Je veux dire, on peut s'en fiche après tout, que ça soit utilisé et monnayé, et en même temps en faire quelque chose de gratuit. Oui, non, mais ça peut être parfaitement gratuit ça, pour toi. Pas grave. Mais ce que tu fais est utilisé. Mais d'accord. Non, mais je n'ai pas dit que tu perdais toute gratuité dans l'échange, mais je dis que cet échange n'est plus exactement le même que celui que j'ai actuellement, par exemple avec toi, qui est totalement gratuit. Ça, pas tellement, je trouve. Non. Je t'ai pas payé avant, Barbara. Non, mais quelque chose d'assez optimiste. Conclure sur un mot. L'expression « parler pour ne rien dire » est péjorative dans la bouche de ceux qui l'emploient. En réalité, parler pour ne rien dire peut très bien relever d'une dimension de l'art. Absolument. Il n'a absolument rien de, disons, pour parler en termes éthiques, de répréhensible. C'est très bien de parler pour ne rien dire. Mais c'est peut-être ce que nous faisons. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, quand Lacan dit en psychanalyse, on parle pour ne rien dire, c'est extrêmement laudatif. Hein. C'est justement l'efficacité de la parole, par excellence. Et donc, pour moi, le point philosophique complexe à travailler, c'est la différence entre l'exigence d'univocité, l'exigence de sens, qui est ce qui est au fondement de la parole communicable, et qui est l'exigence aristotélicienne. Et puis, la possibilité toujours présente de parler pour parler, lega in logo carine, ou de parler pour ne rien dire. Donc, c'est cette conjonction-là qui est complexe. Et si je peux citer le témoignage d'une langue, parce qu'il faut quand même que nous ayons aussi un corpus à la base. Tout à l'heure, je ne sais pas si c'est Barbara ou Robert qui a dit qu'il y a même un verbe pronominal « se parler » dans la Bible. C'est Robert qui a dit ça? Non, je n'ai pas dit ça. C'est Barbara. En effet, l'hébreu a « daber ». Elohim medaber les Moshe. L'Éternel parle à Moïse. Mais il y a aussi des versets dans le chapitre 16 du Deutéronome dans lequel on dit Elohim mitdaber, c'est-à-dire Dieu se parle, El Moshe, à Moïse. Dieu se parle à Moïse. C'est ce que l'hébreu dit. Il se sert donc d'une tournure pronominale, enfin ce que les sémitisants pour l'arabe comme pour l'hébreu appellent la 6e ou la 7e forme, qui est réfléchie. Et quand il se parle, néanmoins, il se parle à quelqu'un qui est extérieur à sa transcendance vertigineuse, car c'est un humain. Bon. En d'autres termes, la langue hébraïque porte dans sa structure morphologique même tout le mirage de cette parole qui est à la fois adressée à quelqu'un, la parole à l'autre, et qui se parle elle-même, ce qui ne l'empêche pas d'être communicable. Il n'y a peut-être que l'Éternel des Juifs pour ça. Si je comprends bien, quand Dieu dit à Moïse ou Moïse dit à son peuple, c'est pas le même dit. C'est pas le même dit. D'accord. Il y a deux mots, il a davar. D'accord. Et il a mila. Quand on a traduit les mots et les choses de Foucault en Israël, un problème s'est posé. Je le dis dans ce livre. On a dit comment va-t-on traduire les mots et les choses? Comment va-t-on traduire les mots et les choses? Le grand livre de Foucault. Eh bien, en hébreu, ce qu'il y a d'ennuyeux, c'est que le mot davar signifie à la fois mot et chose. Mais on s'est servi de
davar, adevarim, ve amilim, parce qu'il y a aussi mila. Et mil, ça veut dire que mot. Autrement dit, on a pris le mot ambigu qui veut dire à la fois ambigu, en fait prégnant de sens profond, plutôt qu'ambigu, qui veut dire à la fois parole et chose, et on a pris à côté le mot qui n'a que le sens de parole pour traduire les mots et les choses, parce qu'en hébreu, sinon, les mots et les choses se traduiraient par les choses et les choses. Ben oui. Le titre de Foucault. C'est joli, les choses et les choses. Oui. Oui. Barbara Non, Barbara. Non, je voulais simplement souligner que là, on est au cœur de la question que j'ai essayé de poser tout à l'heure entre l'univocité, le sens, et le parler pour parler. Le cœur de cette question, c'est l'équivoque. Et c'est la possibilité. Alors, il y a une phrase de Lacan, puisqu'on en est dans Lacan. Il y a une phrase de Lacan qui me paraît cruciale. Il dit « Une langue, entre autres, n'est rien de plus que l'intégrale des équivoques que son histoire y a laissé subsister. » Alors, il dit ça à propos des langues de l'inconscient, et je m'en fiche, à propos de la langue, mais ce n'est pas mon problème. Je pense que c'est terriblement vrai de toute langue. La langue comment ? Écrit, la langue, en un seul mot. Oui. Mais c'est terriblement vrai de toute langue. Je pense que c'est la carte d'identité d'une langue, c'est ses équivoques. Et à partir de là, on comprend comment il faut traiter Aristote, pour qui l'univocité est la nécessaire condition du sens. Parler, c'est dire une chose, c'est signifier une seule chose et la même pour soi-même et pour autrui. Sinon, on ne communique pas. Bon. Et donc, voilà, je pense que nous sommes, avec ce problème parler ou communiquer, en plein cœur de la difficulté aristotélicienne et du principe de non-contradiction. Je vais y penser la prochaine fois ou dans le métro. Je vois tous ces gens qui jouent à Candy Crush avec leur téléphone ou lisent leur mail. Tout le monde est en train de communiquer, plus personne ne se parle jamais, dans les bus par exemple. Aristote appartenait à une chose capitale. Aristote appartenait à une société esclavagiste, c'est-à-dire une société dans laquelle la communication ne se conçoit qu'entre égaux. On ne communique pas avec un inférieur. Et dès lors, pour Aristote, je suppose avec son arrière-plan philosophique, la communication ne pouvait pas avoir le même sens que pour nous. Bien sûr. C'est une communication dans une société où existe l'esclavage. Enfin, pour moi, c'est très compliqué, ça. L'esclave n'est plus qu'un autre, il n'existe pas. Oui, mais enfin, bon, tout cela est quand même de l'ordre de la filia. Le rapport entre le maître et son esclave, entre le mari et sa femme, entre le père et son enfant, et entre deux amis, sont des rapports qui se disent sous le terme de filia. Donc c'est très intéressant et c'est donc très compliqué. Je ferai juste une petite remarque sur l'équivoque des langues. Il y a une langue qui n'est pas vraiment une langue, mais dans laquelle on essaye d'évacuer l'équivoque, c'est le discours mathématique. C'est celui qui se constitue avec Euclide, où on définit postulat, concept et tout pour que cette langue soit sans équivoque, susceptible donc d'être transmise, et c'est ça qui est essentiel. Le discours euclidien est transmissible jusqu'à nous, grosso modo sans problème. Parce que de toute façon, tout est défini au départ, ou à peu près, donc tout le monde peut s'immerger dedans autant que faire se peut. Oui. Autant que faire se peut, entendons-nous bien. Oui. C'est pas, y a des problèmes de langue, il y a des tas de problèmes. Mais malgré tout, on sait d'entrée de jeu de quoi on parle et on évite tout équivoque. Oui. J'ai une petite objection. Oui. Moi aussi. Excusez-moi. C'est terrible. Apparemment, jusqu'au pardon. Alors, non, vas-y. Non, je pas disais, ensemble. En effet, la mathématique est la langue univoque par excellence. Ok. Simplement, quel est son rapport exact avec le réel? Le point problème, est la caractéristique universelle. Oui. Juste après la mathématique, il y a la mathésis universalis, la caractéristique universelle de Leibniz, qui ne chiffre pas des nombres et des opérations, mais qui prétend ou qui voudrait chiffrer les identiques, c'est-à-dire les derniers, les ultimes petits bouts d'idées qui seraient universelles en tout homme. Or ça n'a jamais marché, pas plus avec Leibniz qu'avec Frege. Mais ce n'est pas la mathématique. Non, c'est la mathésis universalis. Oui, c'est autre chose en fait. Les enjeux sont autres. Les enjeux quant au rapport au réel, il est entier, ça on peut en discuter longtemps, c'est pas notre objet aujourd'hui. Je voulais dire que c'est ils ont un acquis du domaine commun
que de soutenir que le discours des sciences, allons au-delà, les mathématiques ne sont pas une science, mais elles sont... Ah, c'est peut-être la seule. Bon, c'est peut-être la seule vraie science, d'accord. C'est ce que l'on apprend étymologiquement, d'après le mot grec mathématique. Ouais. Et c'est la seule qui est totalement déductive. Bon, d'accord. Oui, mais enfin, elle est quand même ancillarisée par la physique très largement depuis très longtemps maintenant. Ah, oui, Ça, mais, c'est un autre problème mais à aussi, partir c'est du comme moment science, ouais. où la physique devient déductive. Bon, disons, Peu je importe. vous rejoins volontiers dans l'idée que c'est... apparemment, disons, je vais me servir d'une autre métaphore qu'on n'avait pas employée, c'est probablement le discours le moins connoté. Mais les connotations n'en sont pas absentes. Et je dirais que la connotation du discours mathématique et plus largement du discours des sciences, c'est celle du savant qui les pratique. Il y a une connotation qui n'est peut-être pas dans la formulation proprement dite, mais qui est dans le type d'investissement que met le chercheur dans sa recherche scientifique. Il n'est donc pas complètement vrai que, par opposition au langage littéraire, au langage artistique, à toute une série de méthodes analytiques d'expression, les discours scientifiques soient complètement vides ou, disons, orphelins de connotation. Ils en ont. Inversement, on peut se servir de leurs métaphores dans des contextes qui sont pourtant ceux d'autres sciences. Ainsi, si je me permets de me citer, tout récemment, je bataillais avec la notion de logarithme, car j'avais très envie, me souvenant de ce que c'est qu'un logarithme, de dire, après avoir constaté que plus on comprend un texte étranger, plus rapidement on le lit. Donc là, le contenu, la compréhension d'un texte et la rapidité de sa lecture sont en relation logarithmique. J'emprunte cette métaphore aux mathématiques. Le logarithme, comme vous savez, c'est une notion extrêmement complexe, mais qu'on peut définir, est appelé logarithme d'une base, d'une entité A, le coefficient dont on affecte une base B pour que cette base B affectée au coefficient donne la quantité A. Donc le logarithme de A, c'est B par N. D'accord ? Eh bien, je me suis servi de manière métaphorique récemment de cette image empruntée aux mathématiques pures à propos de la difficulté de lire et de comprendre en instituant, en proposant, de façon peut-être un petit peu osée, une fonction logarithmique, qui est une métaphore complètement mathématique, au problème du déchiffrement et de la rapidité du déchiffrement dans la lecture liée à la rapidité de compréhension de la langue étrangère. Alors, je fais juste une petite remarque. Après, on va tenter de poser des questions. Lorsque j'ai parlé tout à l'heure, j'ai parlé exclusivement des mathématiques. Ce qui vient à l'intérieur de la science, on peut essayer de la faire déductive, autant que faire se peut. Mais l'organisation déductive n'appartient qu'aux mathématiques. Pour le reste, il y a de l'imaginaire, il y a tout ce que l'on veut. Ça, je suis d'accord. C'est pour ça que j'ai spécifié exactement de quoi je parlais, de l'organisation déductive. Et d'ailleurs, les sciences se constituent lorsqu'elles sont dans un ordre déductif aussi précis et univoque que possible. C'est à ce moment-là qu'on peut dire qu'il y a science. En biologie, il n'y a pas science, car il est impossible de construire un ordre déductif.